Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de MapReduce. MapReduce euh, est un modèle de programmation qui est beaucoup utilisé dans le calcul des données distribuées. Commençons par Map. Supposons que nous avons une liste des nombres 0, 1, 2, 3 et que nous voulons calculer le carré de chaque élément de cette liste. Alors, donc, nous allons obtenir à la fin certainement 0, 2, 4 et 9. Alors, il y a trois méthodes pour faire ce calcul. On est en train, alors, toutes les méthodes sont écrites en Python. Si on commence par la première méthode, alors c'est une boucle simple qui va boucler sur les éléments de la liste. Et à chaque fois, on a déclaré une liste vide au début. Et à chaque fois, elle va ajouter. Alors, le append va ajouter un nouveau élément dans cette liste. Et le nouveau élément, c'est le carré de i. D'accord? I fois i. La deuxième méthode, elle est similaire à la première, mais sauf qu'on l'écrit différemment. Alors, pour la troisième, c'est la méthode qui nous intéresse. C'est une fonction map. Alors, ici, on a créé une fonction lambda et pour chaque entrée x, on va faire x fois x, d'accord? Et les entrées sont stockées dans la liste L. Alors, voyons le code à gauche et le code à droite. La seule différence est que l'ordre de l'exécution, il n'est pas spécifié dans la partie qui est à droite. C'est important. Ici, on sait très bien qu'on va commencer par le premier élément, après le deuxième, troisième, parce qu'on a des boucles. Mais ici, on ne sait pas. On a donné une liste comme étant, c'est l'entrée de notre programme. Et après, je ne sais pas, c'est peut-être au compilateur ou bien à l'optimiseur de processeur, c'est eux qui vont vraiment décider de l'ordre de l'exécution. Alors, euh, si on va essayer de retracer l'exécution de cette partie-là, je vais réécrire l'exemple. Alors, on a dit que c'est map et pour chaque, on a dit il y a une fonction, alors lambda, et pour chaque entrée x, on va avoir x fois x. D'accord? Nous avons la liste L. Alors, on sait très bien que L, c'est 0, 1, 2 et 3, je pense. D'accord? Comment on fait le calcul? Alors, tout simplement, euh, pour chaque x, on va le remplacer par x fois x. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors, 0 va être 0 et 1, il va être 1 fois 1 et 2, c'est 2 fois 2 et 3, c'est 3 fois 3. Voilà. Alors, mais l'idée ici, si on exécute par exemple, si on prend ce code-là, on l'exécute sur deux machines et on divise la liste qu'on a, on peut la diviser de cette manière. On peut prendre par exemple le 1 ou 2 dans une machine, le 0 et 3 dans une autre machine, ainsi de suite. Mais ce qui est important déjà, c'est de comprendre la fonction map et comment ça fonctionne. Alors, c'est pour chaque entrée x, on va faire x fois x. Alors, les entrées sont ici et le résultat, ça va donner une autre liste. Alors, le résultat, ça sera une liste 0, 1 et 4 et 9. Voilà. Et 9. Voilà. Alors, si on revient à la présentation, alors évidemment que lorsque vous prenez le carré de chaque élément, peu importe si vous faites dans n'importe quel ordre, ça va donner toujours les mêmes résultats. D'accord? Ici, on ne peut pas voir la différence, mais voyons d'autres exemples qui vont montrer que l'ordre, des fois, il est important. Alors, parlant de Deuce, euh, alors supposons que nous voulons calculer la somme des carrés. On a la même liste, mais cette fois, on veut calculer la somme
des carrés. Euh, Encore une fois, nous avons des programmes en Python. Alors, ici, à gauche, par exemple, la première méthode, c'est de créer une boucle for, et à chaque fois, on fait la somme et on calcule le carré de ce nombre-là. La deuxième méthode consiste à écrire c'est la même façon qu'on l'a fait dans le slide précédent, sauf que on utilise une fonction qui est prédéfinie dans Python qui s'appelle sum. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, d'accord? Cette partie, elle nous intéresse. Alors, le code, on peut le découper en deux morceaux. Alors, le premier morceau, c'est la fonction qu'on a fait là, dans le slide précédent. Alors, ici, le résultat de cette fonction, c'est une liste qui sera 0, 1, 4 et 9. C'est une liste des carrés des nombres. Et dans la première partie, c'est là où on va vraiment calculer la somme. Alors, nous allons voir un scénario d'exécution de la troisième méthode. Alors, je réécris la fonction. Alors, nous avons reduce. Alors, reduce. Et nous avons lambda x, y. Alors, x plus y. Voilà. Et nous avons par la suite la fonction map. Et nous avons lambda x et x fois x. Et nous avons la liste L. D'accord? Et on ferme les parenthèses. Alors, on a déjà fait ça la fois passée. On a dit que L, c'est 0, 1, 2 et 3. Voilà. Et alors, le résultat de cette exécution, alors l'exécution, on commence par toujours la partie qui est à droite. Alors, le résultat ici, ça sera à la fin, ça sera 0, 1, 4 et 9. Voilà. Et par la suite, alors, nous avons commenté pour cette partie-là, nous avons 0, 1, 4, 9. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque deux éléments, on calcule la somme. Alors, si on prend n'importe quel deux éléments, on a dit, et je répète, que l'ordre n'est pas important dans MapReduce. D'accord? Alors, si je prends par exemple l'élément 0, le premier élément et le dernier élément. Alors, si je fais 0 plus 9, et en parallèle, je fais le reste. Je fais 1 plus 4. D'accord? Alors, ici, ça va donner 5. Alors, ici, ça va donner 9. Et je répète, c'est une fonction n'est pas récursive, mais parallèle. On va voir ça par la suite. Alors, 5 plus 9 plus 5, c'est égal à 14. Voilà. C'est la même chose. Si je vais faire un autre scénario, si je prends par exemple, je ne sais pas, si je prends 4 et 0, et en parallèle, je prends 1 et 9. Alors ici, je vais avoir 10, ici, je vais avoir 4, et le résultat final, ça sera 14. Alors, quels que soient les deux nombres que je vais les prendre, je vais à la fin toujours avoir les mêmes résultats. Et c'est important. Alors, pour le moment, ne vous en faites pas. Pourquoi on fait reduce et pourquoi on fait map ici? On va voir plus d'exemples, on va faire plus d'explications. Ce qui est important à retenir ici, c'est de comprendre que dans cette partie, l'ordre d'exécution, il est non spécifié. Alors, on n'a pas spécifié l'ordre d'exécution parce que ça va être exécuté en parallèle. Mais ici, l'ordre d'exécution est spécifié puisqu'on va commencer par le premier élément allant vers le dernier élément. D'accord? Alors, voici, par exemple, voici une mauvaise façon d'écrire cette même fonction, la fonction qu'on vient de la voir, ou bien le résultat qu'on vient de voir. Si nous voulons faire, si par exemple vous écrivez ça, vous allez voir, je vais essayer de vous démontrer, vous faire une démonstration que ça va donner des résultats, ça dépend de l'exécution. Alors, à chaque exécution, on va avoir des résultats différents. Alors, je reviens à ma... Alors, nous avons
nous avons alors reduce et alors lambda x pour chaque deux éléments x, y. Alors je fais x plus y fois y. D'accord? Après, nous avons la liste L. Alors, toujours, L, c'est 0, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je vais faire deux scénarios d'exécution pour voir la différence. Et supposons que dans le premier scénario, le deuxième, nous avons deux ordinateurs qui vont exécuter cette fonction en parallèle. Alors, le premier ordinateur, alors ordinateur 1, ordinateur 2, et ordinateur 1 de deuxième scénario, ordinateur 2 du deuxième scénario, toujours. Alors, si on suppose que, par exemple, ici, pour cet ordinateur, on va donner le 0 et le 1. Et ici, on va donner le 2 et le 3. Alors, ici, on va donner le 0 et le 3. Ça, c'est le deuxième scénario. Et ici, on va donner le 1 et le 2. Alors, si on commence par le premier scénario ici, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 0, c'est x dans ce cas, plus y fois y, 1 fois 1, et qui va donner 1 à la fin. Alors, la même chose, x c'est 2, alors x ici c'est 2, et plus, alors 3, y c'est 3 fois 3, alors ici y c'est 3 fois 3, alors ici c'est x, d'accord? Alors y, 3 fois 3, ça va donner 9 plus 2, ça va donner 11. Alors finalement, on va avoir 12. Voici le premier scénario, nous a donné 12. Alors supposons que dans le deuxième scénario, on a le 0,3 sont stockés dans un ordinateur et le reste est stocké dans un autre ordinateur. Alors en commençant par le premier exemple, alors on fait 0 plus alors 3 fois 3, d'accord? Ça va donner 9, là, ici. Ici on fait 1 plus 2 fois 2, ça va donner 5. Et à la fin, on va avoir 14. D'accord? Alors, vous êtes en train de voir que clairement 12 n'égale pas à 14 et que l'ordre d'exécution ici a affecté notre résultat. Du coup, on peut dire que cette ligne-là, on ne peut pas la considérer comme étant une ligne qui va faire le calcul, la somme des carrés des éléments de la liste L. D'accord. Alors, une condition importante et nécessaire dans map et reduce est que l'ordre des éléments d'entrée ou des opérations ne doit pas être important. D'accord? Quel que soit l'ordre, on doit avoir les mêmes résultats. Alors, ordre des éléments dans une liste, on appelle ça commutativité. Alors, l'ordre des opérations, on appelle ça associativité. D'accord? Et pourquoi c'est important d'avoir une indépendance totale? C'est tout simplement pour qu'on puisse faire un parallélisme. Parce que si cette indépendance elle est satisfaite, du coup, ça va nous permettre de faire un calcul parallèle. Alors, voici un exemple. Supposons que, par exemple, nous voulons calculer la somme de ces nombres avec l'ordre séquentiel. Alors, nous ajoutons ici 9 à 6, après le résultat à 1, après 16 à 2, on va avoir 18 à la fin. Nous pouvons le faire plus efficacement ici en parallèle. Dans ce cas, on peut faire la somme de 9 et 6 et 1 et 2 en parallèle. Après 15 plus 3, ça va donner 18. D'accord? On aura beaucoup moins de cycles de temps et nous pouvons faire des choses en parallèle plus efficacement. Alors pourquoi cette indépendance de l'ordre est-elle si importante? Alors, l'ordre de calcul peut être choisi par le compilateur ou l'optimiseur. D'accord? C'est une information importante. N'importe quel compilateur peut choisir son ordre d'exécution. Alors, si nous avons deux ordinateurs et nous avons une partie de la liste sur un ordinateur, bien des données dans un ordinateur et l'autre partie dans un autre ordinateur, alors au lieu de simplement exécuter la somme pour le premier puis le deuxième, nous exécutons simplement en parallèle les choses, d'accord? Et à la fin, additionner simplement les deux résultats ici.
Mais il est difficile de... Le problème, c'est qu'il est difficile de programmer ou bien de créer des programmes en parallèle. Vous devez penser aux choses qui se passent en parallèle. Et cela conduit à des schémas très complexes. Il est difficile de procéder de cette manière parce que, faire des programmes en parallèle, ça veut dire que il faut prendre en considération la topologie du réseau, il faut prendre en considération la distribution des données, il faut prendre en considération, il faut connaître l'endroit de chaque morceau de données, ainsi de suite. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est MapReduce. Alors, MapReduce, il facilite largement la programmation en parallèle. Donc, en réalité, je me fiche de l'ordre dans lequel vous faites la somme, ou bien dans les données sont stockées, ou bien la topologie du réseau. Et, euh, et c'est juste l'écosystème et c'est juste le concept va prendre en charge euh, tous les aspects de programmation parallèle. Alors, nous allons voir comment MapReduce a été utilisé comme élément central de certains nouveaux systèmes distribués inventés dans Google. Alors, donc, la naissance, en 2003, s'est rendu compte, alors Google s'est rendu compte qu'il avait ce genre de situation particulière. Il avait beaucoup de machines, d'ordinateurs qui sont distribués dans toute l'entreprise et qu'ensemble, ils pourraient vraiment être capables de faire de très gros calculs. Donc, ce qu'ils ont conçu est un système appelé HD. C'est un système de fichiers Google File System, dans lequel il y a un master qui c'est essentiellement où se trouvent toutes les données, et les données elles-mêmes sont distribuées sur de nombreux ordinateurs tout au long de l'entreprise. Et chaque ordinateur essentiellement a un petit morceau de données. D'accord? Alors donc, vous prenez un très grand fichier et vous le découpez en grand nombre de petits morceaux. Puis vous répliquez chaque morceau deux ou trois fois. Ensuite, vous distribuez simplement tous les morceaux à tous ces ordinateurs, alors qui sont partout dans l'entreprise. Et maintenant, vous avez fondamentalement le système que vous pouvez utiliser pour vraiment un traitement parallèle. Voilà. Alors, donc la façon dont MapReduce correspond à celle-là, c'est que vous pensez aux données volumineuses que vous avez initialement ici, et elles sont vraiment stockées sur tous ces postes de travail. Voilà. Peut effectuer vraiment des opérations map sur les données dont il dispose. Et il peut commencer à faire des opérations reduce sur le morceau des données qu'il dispose aussi. D'accord? Chaque ordinateur, il est indépendant. Alors, ce n'est pas que qu'il a terminé sa propre reduce qu'il a besoin de communiquer. Je parle de l'ordinateur avec d'autres ordinateurs. Alors, cela a donc vraiment permis des calculs très massifs dans toute l'entreprise en utilisant du matériel, des systèmes et des réseaux vraiment standards, hein. On parle pas d'un matériel avancé. Alors, cela a donné donc la naissance à Apache Hadoop, qui était essentiellement l'implémentation open source du système de fichiers Google et de MapReduce. Alors, et maintenant, le système de fichiers que nous utilisons dans Spark s'appelle HDFS, Hadoop Distributed File System, au lieu de GFS, alors Google File System. Alors, le fichier Google System, mais c'est fondamentalement la même idée, et le système de calcul avant Google MapReduce, et maintenant c'est Hadoop MapReduce, d'accord? Et ils ont juste changé les noms. Et c'est un environnement logiciel très réussi. C'est un écosystème Hadoop euh, et très volumineux. Alors, on a plein d'outils, on a plein de logiciels, on a plein de techniques qu'on va essayer de les voir par la suite. Alors, il fonctionne, ces éléments, ces composants fonctionnent tout autour de ce système de fichiers distribués et de ce calcul distribué. D'accord? Alors, Apache Spark
est l'un des derniers arrivants de cette famille, de la famille Hadoop. Il a été inventé en 2014 par Matei Zaharia, qui travaillait dans MPLab, Berkeley, maintenant dans MIT. Alors, il utilise la mémoire, la RAM, pour stocker des données. Hadoop, on a dit la dernière fois qu'il utilise le disque. Cela lui permet donc, cela a aidé Spark à être beaucoup plus rapide par rapport à Hadoop. Alors, Spark est un système fait en Java, en réalité. Mais et vous pouvez donc programmer Spark en Java. Vous pouvez le programmer ce concept en utilisant Java. Mais Java n'est pas un langage de programmation pour l'analyse de données généralement, hein. Il a une librairie un petit peu considérablement pauvre par rapport à d'autres langages de programmation, comme par exemple Python. Alors vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'on peut programmer Spark avec Python. Aussi Scala, on peut l'utiliser Scala. Et alors, c'est un langage de programmation aussi qui n'est pas vraiment populaire. Le problème de Scala, c'est jusqu'à maintenant, il n'est pas vraiment populaire. Et alors, personnellement, et dans ce cours-là, on va essayer d'utiliser Spark. Alors, le BySpark, c'est quoi? C'est simplement une implémentation, bien une bibliothèque Python pour la programmation de Spark. Cela n'atteint pas toujours le même genre d'efficacité par rapport à Scala, mais c'est beaucoup plus simple et facile à apprendre ou bien à utiliser. Alors, dès la prochaine fois, on va essayer de commencer à implémenter avec le concept Spark, mais il y a une petite question ici. Alors, comment s'exécuter? Alors, comment exécuter un code by Spark? Généralement, il y a trois façons. Soit on l'installe dans Windows, d'accord? Alors, je précise que Spark n'est pas un langage de programmation. C'est un modèle de programmation. Alors, le langage qu'on va utiliser, c'est Python, avec le modèle Spark. Alors, il y a trois façons de l'utiliser. C'est soit on l'installe dans Windows. J'ai préparé un petit document qui va vous aider à installer Spark localement dans vos machines, spécialement pour les gens qui ont déjà des systèmes d'exploitation Windows. La deuxième façon, c'est d'utiliser Ubuntu. D'accord. Ubuntu, c'est beaucoup plus simple que Windows. Windows, ça prend plus d'espace, plus de temps. Et c'est un petit peu compliqué à compiler ou à exécuter à chaque fois. On lance des commandes. Mais ce que je préfère et ce que je vous conseille à faire, et ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est d'utiliser un service cloud. D'accord? Un service cloud comme par exemple Google Colab, Databricks ou bien Amazon EC2. Alors, pour pouvoir programmer avec Google Colab, ce qu'il faut faire, c'est juste aller vers cette page. Alors, déjà, il faut être connecté avec votre compte Google ou bien votre compte d'université. Il faut taper collab.research.google.com. Après, il va vous diriger vers une page qui ressemble à ça. Alors, l'avantage de Google Colab, c'est quoi? Ça nécessite aucune configuration. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, c'est la première des choses, c'est il faut venir ici, cliquer ici. Alors, je suis déjà connecté à un serveur. Il faut choisir cette option. Alors, Connect to Hosted Runtime. Après, une fois que vous êtes connecté, vous allez voir cette image-là. Il vous donne la version de Python. Il vous donne la RAM. Il vous donne le disque que vous avez. Et ainsi de suite. Alors, pour pouvoir exécuter un programme Spark, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement télécharger les librairies, l'avantage qu'on est en train de travailler dans le cloud. Alors ce fichier-là, je pense sa taille est de 400 mégas, mais puisqu'il va le télécharger depuis un serveur destinant vers le cloud de Google,
vous allez pas voir là, ça va être beaucoup plus rapide, d'accord? On va pas le télécharger chez nous après l'installer, on va juste écrire des commandes comme ça et installer la librairie. Alors, la première des choses pour exécuter un programme qui contient un code, un modèle de code Spark, ce qu'il faut faire, il faut lancer cette partie-là, d'accord? Alors, je vous donne déjà, je vais partager avec vous, l'avantage de Google Colab, c'est qu'on peut partager déjà des morceaux de code. Alors, je vais partager avec vous aussi cette page et vous pouvez la tester chez vous. Alors, premièrement, j'ai dit, il faut installer les librairies et après, il faut définir les variables d'environnement. Alors, il faut définir la variable ici Java et après Spark. Et ici, vous pouvez commencer directement à écrire votre code. D'accord? Vous pouvez importer des fichiers, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez commencer directement à faire ce code. Par exemple, ici, j'ai fait un petit code qui va afficher ce message-là. Si je relance, par exemple, voilà, ça va me donner les mêmes résultats. Alors pour vous, j'ai partagé avec vous ce document en lecture seulement. Je ne sais pas si vous pouvez lancer, mais vous pouvez créer votre propre page et vous pouvez lancer des codes Google Colab. Alors, on va travailler de cette manière. Je pense que c'est la meilleure façon. Je vous conseille d'utiliser pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide au lieu de faire des commandes à chaque fois. Alors, cette année, on va utiliser la dernière version de Spark qui est apparue en 2020. C'est la version 3. D'ailleurs, je l'ai installée ici. La version 3.0.1. C'est la dernière version de Spark. Et voilà, à la prochaine.